Du Radiocom 2000 à l'iPhone, retour sur 30 années d'évolution incroyable dans le monde de la téléphonie mobile en France. Salut les geeks, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. On va faire un rappel historique, on va faire une vidéo documentaire dans laquelle on va passer en revue les faits marquants de l'histoire de la téléphonie mobile dans notre pays sur les 30 dernières années, du Radiocom 2000 sorti au milieu des années 1980 jusqu'à nos jours et à l'iPhone, la 5G, les smartphones et tout ce qu'on connaît. Et je suis vraiment ravi de faire cette vidéo parce que ça m'a replongé dans beaucoup de souvenirs en la préparant et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à la regarder et à écouter cette histoire absolument passionnante que j'ai pris de plaisir à la préparer. On va démarrer avec une première partie dans laquelle on va parler des débuts de la téléphonie mobile, à savoir les années 1980, parce que oui, la téléphonie mobile a débarqué chez nous dans les années 1980, et oui, c'est aussi vieux que ça. Ça a quasiment 40 ans en fait, c'est assez incroyable. Je ne pensais pas que c'était aussi ancien, mais pourtant, et je pense qu'il y a des personnes qui se souviendront de cette époque. Alors, petit clin d'œil, la France avant le mobile, les téléphones fixes et les fameuses cabines téléphoniques. J'aime bien cette photo que j'ai trouvée de cette cabine qui visiblement est une des rares cabines encore debout et qui n'a pas été transformée en boîte à livres et qui est recouverte de mousse. J'aime bien le symbole de l'ancêtre qui tient toujours debout, d'un temps qui est révolu. Mais oui, rappelez-vous cette époque où on avait les fameuses télécartes et quand on voulait appeler, on était censé s'arrêter à une cabine téléphonique et passer des coups de téléphone. Alors, passons à la téléphonie mobile. La première vraie expérience de téléphonie mobile en France, eh bien, c'est le réseau Radiocom 2000 qui a été lancé en 1986 en France par France Télécom. Pour que les choses soient claires, dans cette vidéo, je vais parler vraiment de la téléphonie mobile déjà chez nous, en France, et je vais parler du monde civil. Je ne vais pas parler du monde militaire qui a eu accès à ces technologies avant nous, parce que tout simplement, je ne suis pas du tout calé sur le sujet. Et il faut savoir que le premier prototype testé et fonctionnel de téléphone mobile date de 1973, donc c'est pas récent, hein, vous voyez que ça remonte quand même. En 1973, aux États-Unis, il y a une personne, un monsieur, le docteur Martin Cooper, qui a conçu le tout premier téléphone portable en tant que tel, le Dynatac 8000. Il a travaillé dessus, puis il est allé dans le centre de New York passer un coup de téléphone sur le réseau AT&T et ça a fonctionné. C'est assez incroyable. Alors, on est très loin de ce qu'on a aujourd'hui, mais pour info et pour vous montrer l'évolution qu'a pu connaître le monde de la téléphonie mobile, c'est un téléphone qui pesait quand même 783 grammes, donc on n'est pas loin du kilo, 25 cm de long, une antenne de 13,5 cm, donc on est vraiment sur du téléphone même plus gros que ce qu'on pouvait avoir dans son domicile limite. Et fait intéressant, le téléphone avait 1 heure d'autonomie pour presque 10 heures de chargement et il était vendu en 1983 à 3 995 $. Si je convertis avec les euros de notre époque, on serait grosso modo sur un peu plus de 10 000 euros. Donc vous voyez que c'était vraiment quelque chose qui visait le marché des professionnels et des entrepreneurs aux États-Unis. Donc retour chez nous en France, on n'a pas eu cette évolution, le marché s'est développé plus tardivement chez nous. Et donc en 1986, France Télécom lance le réseau Radiocom 2000. Donc c'est un réseau qui équipait les voitures en fait, hein, voilà, c'est un téléphone qui était équipé dans les voitures et qui proposait 2 services. Donc soit vous aviez le téléphone de voiture, donc votre terminal était identifié par un numéro à 10 chiffres, donc comme n'importe quel téléphone aujourd'hui. Et vous pouviez passer des communications avec des abonnés fixes ou mobiles, donc vous pouviez appeler aussi bien les téléphones fixes en France que les personnes qui avaient aussi un Radiocom 2000. Mais il y avait aussi un réseau privé qui était surnommé le réseau d'entreprise. Et en fait, cette version du réseau Radiocom 2000, c'était un réseau purement radio qui permettait, donc en circuit fermé, et qui permettait d'échanger entre un groupe de plusieurs véhicules qui étaient dotés tous du Radiocom 2000 et le siège de l'entreprise en question dans lequel était située une base radio. Et ça permettait à plusieurs mobiles d'avoir accès en même temps au service. Je vous ai retrouvé une pub de l'époque du constructeur Matra, donc vous voyez un peu voilà, à quoi ressemblait le Radiocom 2000. Ça fait sourire aujourd'hui, il faut se remettre dans le contexte. Au milieu des années 80, c'était le luxe ultime, c'était un symbole de réussite et de statut social d'avoir son Radiocom 2000 dans sa R25, dans sa grosse berline statutaire française ou allemande. C'était vraiment un symbole de réussite.
Preuve du succès, le réseau s'est bien développé. On est passé de 230 000 abonnés en 1990 à 290 000 en 1991, et le réseau couvrait quand même 96% de la population française, pas du territoire, hein, mais de la population, donc des personnes habitant en France, ce qui était quand même énorme pour l'époque. Bon, les utilisateurs restaient quand même massivement des professionnels, et on était surtout voilà, sur des personnes qui travaillaient dans le bâtiment, le génie civil, l'agriculture, les transports, les activités d'études, conseils, assistance. Et pour ce qui est du réseau d'entreprise, c'était surtout utilisé dans le domaine des transports et de la santé. SFR, donc la Société française de radiotéléphone, est créée en 1991 et utilisera aussi le réseau Radiocom 2000 en desservant pas loin de 120 000 abonnés et couvrira tous les grands axes de circulation en France métropolitaine. Et en fait, à la fin des années 80, il y a une enquête qui a montré qu'en France, un voyageur sur trois aurait aimé téléphoner durant les voyages en train. Et donc, en 1988, il y a un accord qui est signé entre France Télécom et la SNCF. Et donc, dès l'année 1989, il est possible de passer des coups de téléphone depuis certaines liaisons TGV et trains corail, mais également dans les transports en commun parisiens, les avions pour les liaisons longue distance dès 1992, ainsi que les liaisons maritimes. Le réseau fonctionne bien, mais très vite, on va le voir dans une minute, il y a beaucoup d'évolutions qui arrivent sur cette décennie de 1990, et donc le réseau Radiocom perdra progressivement des abonnés pour être finalement définitivement supprimé par France Télécom à la fin de l'année 1998. Passons maintenant à la deuxième partie, qui est une de mes périodes préférées, l'explosion des mobiles, la décennie 1990 jusqu'au début des années 2000. Pourquoi c'est une de mes périodes préférées? Et je pense que vous allez peut-être vous retrouver aussi dans ce que je vais vous dire. C'est que pour moi, de 1995 à 2005-2006, il y a eu véritablement 10 années d'évolution, d'innovation incroyable. Que ce soit sur les fabricants qui ont fait des téléphones absolument magnifiques avec des designs de fou et des évolutions technologiques, mais que ce soit aussi sur les technologies, sur ce qu'il est devenu possible de faire avec des téléphones et sur les opérateurs de téléphonie mobile qui ont proposé des offres qui ont beaucoup évolué. Et donc, début des années 90, on est le 1er octobre 1991, le réseau Radiocom 2000 se développe très bien. Pourtant, France Télécom lance à Strasbourg la commercialisation du tout premier véritable téléphone portable, donc sans fil, le Bebop, que voilà, je pense que vous avez connu de près ou de loin, et qui utilisera le réseau du même nom. Alors c'est le premier véritable téléphone portable sans fil, et le principe de communication en fait était qu'il y avait des bornes publiques qui étaient installées dans la rue au niveau des feux rouges ou bien des lampadaires, et donc il fallait se trouver à proximité d'une borne pour pouvoir passer et recevoir des appels. La technologie qui était exploitée, c'était la norme de téléphonie sans fil numérique CT2 pour les puristes. Alors ce qui est marrant, c'est que le Bebop pouvait émettre et recevoir des appels, mais la possibilité de recevoir des appels, c'était réservé aux détenteurs de l'option Bebop Réponse. Et donc il fallait être à proximité d'une borne publique et il fallait en plus s'être déclaré sur la borne. Donc il fallait faire une manipulation que je ne connais pas. Peut-être que si les gens en ont eu un à l'époque, vous pouvez apporter vos lumières dans les commentaires. Mais voilà, il fallait quand même faire une manipulation pour qu'on puisse accéder au réseau. Donc c'est plus une évolution des cabines téléphoniques, techniques, enfin d'un point de vue fonctionnel, hein, plutôt une cabine téléphonique portable. Les bornes étaient quand même de faible portée parce qu'il y avait à peu près 300 mètres en ville. Après la phase de test, qui était plutôt concluante, eh bien le 26 avril 1993, le réseau se développe à Paris et à Lille. Et après, il y a eu banlieue et puis quelques destinations de vacances comme le Touquet par exemple. Il y avait des autocollants hein, qui signalaient la présence des bornes Bebop sur le réseau. Mais bon, voilà, ça a été quand même assez limité et réservé à vraiment certaines villes. Il faut savoir que le produit a quand même connu un succès relatif pendant les premiers mois de sa vie, puisque France Télécom visait initialement 500 000 abonnés pour la fin 1995. Bon, les prévisions ont été revues à la baisse avec 300 000 du fait de la concurrence des GSM qui ont commencé à apparaître à cette époque et à se démocratiser. On va en parler dans une minute. Et il faut savoir que le réseau a été fermé en 1997, donc 6 ans après les premiers tests, et qu'il y avait encore quand même 46 000 abonnés, alors ce qui est rien par rapport à la population française, mais 46 000 sur 300 000, ça reste quand même pas négligeable, en sachant qu'en 1997, eh bien, les réseaux de téléphonie mobile GSM étaient quand même bien développés. L'argument principal de France Télécom, c'était le prix. Le terminal coûtait 1 890 francs,
ce qui fait en euros corrigés de l'inflation, eh bien un peu plus de 400 euros de 2024 donc pour le terminal. Et il y avait un abonnement mensuel de 54 francs 50 de l'époque avec une communication facturée 83 centimes de francs par minute, ce qui était quand même 4 fois moins cher que la téléphonie mobile de l'époque. Donc on comprend aussi pourquoi il y a eu quand même un certain succès. La téléphonie mobile commençait à se développer, mais elle restait très chère, donc réservée à une élite. Le bebop était une alternative qui était bien plus accessible. Et en fait, France Télécom comptait cibler, en plus des particuliers, eh bien, des professionnels qui avaient besoin d'être joignables toute la journée, les médecins, les coursiers, les artisans, etc. Malgré le fait qu'il y avait un prix intéressant, le bebop a quand même eu beaucoup de mal à se faire une place, et on comprend pourquoi, hein, puisque en l'occurrence, la technologie GSM qui arrivait, qui était nouvelle, permettait d'être joignable n'importe où, et pas juste à proximité d'une borne comme avec le bebop. Donc voilà, ça a quand même eu raison assez rapidement du succès du bebop. Et donc, comme je vous le disais, il a été rapidement abandonné en 1997, car détrôné par la norme GSM. Parlons-en donc de cette fameuse norme GSM. Elle est apparue en 1992. GSM signifie Global System for Mobile Communication. Et c'est une norme numérique de seconde génération, donc on appelle plus communément la 2G de téléphonie mobile. Il faut savoir que le groupe de travail qui a été chargé d'établir cette norme, il a été créé en 1982. Donc vous voyez que c'est quand même pas récent. Et la gamme GSM fonctionne sur une fréquence de 900 MHz avec une variante qui est appelée Digital Communication System, donc DCS, et qui utilise la gamme de 1800 MHz. Et en fait, au début, sur les premières années de la téléphonie mobile en France, eh bien, les téléphones étaient monobandes, donc ils ne pouvaient capter qu'une seule bande de fréquence. Et donc, il y avait des téléphones 900 MHz capables de fonctionner en France sur Itineris et SFR. Et il y avait leurs équivalents, la plupart du temps, en DCS 1800 MHz, capables de fonctionner sur Bouygues Télécom, car Bouygues Télécom utilisait le réseau 1800, à l'inverse de ses deux concurrents. Et le 1er juillet 1992, France Télécom lance le premier réseau de téléphonie mobile numérique français sous la marque Itineris. Je pense que ça, vous avez connu, et à minima, avec le petit clin d'œil dans Mission Cléopâtre d'Alain Chabat. Itinéraire, je te capte plus là. Et ça a vraiment été une rupture et un tournant parce que ça a complètement démocratisé l'utilisation de la téléphonie mobile et ça a également contribué à la démocratisation des grandes marques de téléphones mobiles, Nokia, Alcatel, Mitsubishi, Philips, Ericsson, Motorola, Panasonic, dans toute la France. Et donc ça a été le tout premier opérateur qui a utilisé la technologie basée sur la norme GSM et SFR va suivre le mouvement quelques mois plus tard en décembre 1992. Le succès donc du téléphone mobile croît et les deux opérateurs lancent des opérations. L'objectif, c'est de séduire de nouveaux clients. Pour l'anecdote, en 1994, SFR offrait par exemple 1 heure de communication aux nouveaux abonnés. Ça fait sourire aujourd'hui, mais à l'époque, c'était énorme comme valeur commerciale. Et à la fin de l'année 1994, eh bien, le nombre d'abonnés en France est de 280 000. Donc vous voyez que si on fait le parallèle avec le bebop qu'on a vu il y a quelques minutes, seulement 2 ans après le lancement du premier réseau GSM français, on a quasiment autant d'abonnés que le réseau bebop. C'est aussi pour vous permettre de bien comprendre pourquoi le bebop a rapidement décliné face à la technologie GSM. 2 ans plus tard, le premier forfait grand public arrive au début de l'année 1996. C'est France Télécom qui le lance. Ce forfait s'appelle le forfait Déclic. Et le fonctionnement est le suivant. En fait, il y a un abonnement mensuel à 100 francs. Donc vous payez 100 francs d'abonnement pour le forfait. Il y a 1 minute facturée à 4 francs pendant les heures pleines et 1 franc pendant les heures creuses, à savoir le soir et le week-end. Le forfait est structuré de telle manière à favoriser les communications domestiques et il contribue à la popularisation du mobile. Et cette initiative, en fait, elle n'est pas anodine, elle est liée à l'arrivée d'un nouvel entrant quelques mois plus tard, puisque le 29 mai 1996, Bouygues Télécom entre sur le marché et invente le forfait de téléphonie mobile tel qu'on le connaît aujourd'hui. Quelle est la différence entre les deux? Donc le premier forfait appelé tel quel, eh bien c'est le Déclic d'Itinéris, mais vous avez bien compris que c'est un forfait où vous payez un abonnement et après vous payez les minutes de communication. La différence, c'est que Bouygues Télécom a vraiment révolutionné le game sur le marché parce que c'est Bouygues Télécom qui a inventé le forfait tout compris tel qu'on le connaît, dans lequel il n'y avait pas de surcoût et donc dans lequel, en fait, quand vous payez un prix mensuel, eh bien vous aviez les heures de communication packagées.
Et cette arrivée, eh bien, c'est une bonne nouvelle parce que l'arrivée de Bouygues Telecom, qui était positionné en prix bien en dessous de ses concurrents, eh bien, s'accompagne d'une baisse des prix et a contribué au développement du mobile en France. Il faut savoir que le premier forfait de Bouygues Telecom, il était fixé à 240 francs et vous aviez 3 heures de communication donc pour 240 francs. Donc, vous voyez ce que je vous disais, hein, il y avait un prix qui était fixé et un certain temps de communication. Le hors forfait était facturé à l'époque 2 francs la minute supplémentaire en heure pleine et 1 franc en heure creuse. Et la consultation du répondeur était gratuite et illimitée. Ce qui était une nouveauté à l'époque, ce qui nous paraît aberrant aujourd'hui parce que c'est normal, mais à l'époque c'était quand même une nouveauté par rapport aux concurrents. En fait, la stratégie de Bouygues à l'époque, c'était d'attirer les jeunes parce qu'ils étaient plus aptes à modifier leurs habitudes. Bouygues Télécom au début ne couvrait que Paris et la région parisienne et donc avait du mal en fait à se faire une place par rapport à SFR et Itinéris qui eux étaient déjà implantés dans tout le territoire français. Quelques anecdotes de cette époque. Alors, il y a l'ouverture à la concurrence de la téléphonie fixe et de l'essor d'Internet qui arrive à la même époque, même si ça ne concerne pas directement la téléphonie mobile. Il y a la Générale des Eaux qui crée un grand pôle télécom sous le nom de CGTEL, dont SFR devient la filiale mobile, et je pense que vous vous rappelez notamment du set de CGTEL, d'AOL et du TamTam, vous savez, le fameux service de beeper. J'en parle pas dans cette vidéo du TamTam, du Tatou et du Kobi parce que ça n'a pas duré longtemps et ça a vite été remplacé par le GSM. Mais rappelez-vous quand même de l'époque où on recevait soit un numéro à rappeler, soit un petit, l'ancêtre du SMS, hein, finalement, sur son beeper. Mais voilà, vous pouvez juste recevoir de l'info et pas les mettre. Toutes ces offres, en fait, sont supplantées finalement par le succès commercial du GSM. À la même époque, comme il y a le marché du téléphone mobile qui connaît une croissance impressionnante, eh bien, l'ARCEP est créé le 5 janvier 1997 pour fixer les règles et réguler ce marché. La même année, on voit apparaître les premières cartes prépayées avec l'arrivée de Nomad, l'offre prépayée de Bouygues Télécom. Et c'était une vraie révolution aussi parce que vous pouviez à ce moment-là disposer d'une carte SIM en service sans avoir besoin de souscrire à un abonnement mensuel. Et ça, c'était extrêmement pratique pour les personnes qui n'avaient pas forcément de revenus réguliers. Vous voyez, les étudiants, les intermittents, des personnes comme ça, eh bien d'accéder aux téléphonies mobiles et donc d'être joignables et de pouvoir recharger que quand elles en avaient besoin. À la fin de l'année 97, les offres dont je vous ai parlé, Bebop et TamTam, eh bien, sont arrêtées puisque le GSM connaît un succès commercial fou et voilà, il n'y a plus d'intérêt à conserver ces offres. 2 années plus tard, 1999, à la fin de l'année 1999 précisément, eh bien Bouygues Télécom frappe un grand coup en lançant le fameux forfait Millennium, dont on a déjà parlé dans une autre vidéo et je vous invite à aller voir l'histoire passionnante de ce forfait, qui est donc le premier forfait incluant les appels illimités le week-end. Un mois après, SFR va suivre avec son forfait appelé illimité soirée week-end et puis tous les déboires qu'on lui connaît, donc je vous invite vraiment à aller voir la vidéo à ce sujet. Et pour vous montrer un peu l'évolution fulgurante, à la fin de l'année 1999, on compte à peu près 20 millions d'abonnés mobiles en France. Je vous rappelle qu'à la fin de l'année 1994, on était à presque 300 000 abonnés. Vous voyez la progression de fou en l'espace de 5 ans. Et donc, ça se répartit avec 10 millions d'abonnés sur le réseau Itinéris, 7 millions sur SFR et 3,5 millions sur celui de Bouygues Télécom. En décembre 1999, Itinéris dégaine une technologie qui va ensuite beaucoup se développer dans la décennie suivante, à savoir le WAP. Et je vous propose de terminer cette décennie avec quelques téléphones qui ont marqué cette époque. Alors je suis désolé d'avance, je ne peux pas tous les mettre, il y a eu tellement de téléphones mythiques que j'ai dû faire un choix. Donc ne m'en voulez pas s'il vous plaît, si vous ne retrouvez pas un modèle qui vous a particulièrement marqué. J'ai vraiment voulu mettre ceux qui pour moi sont les plus représentatifs de cette deuxième partie de la décennie 1990-2000. On a tout d'abord le Alcatel One Touch Easy qui a connu un succès fou, notamment avec le pack Ola. Voilà, je pense que tout le monde se souvient de ce téléphone avec ses couleurs bien peps, le jaune, le framboise, le blanc, le noir qu'on a pu voir. Il y avait une variante aussi chez SFR et ce téléphone, c'est pas le plus beau, c'est pas le plus avancé technologiquement, mais il a connu un succès fou. Il a très bien fonctionné. Bien évidemment, le Motorola StarTAC. Alors ça, voilà, 1996, Motorola a révolutionné le design du mobile en inventant le StarTAC et ces 3 variantes qui a connu un succès absolument fou aussi et dont le design a été ensuite repris par Motorola et recopié par beaucoup de concurrents dans les 10 années qui ont suivi. On a le Nokia 5110 et sa variante sur le réseau Bouygues Télécom 5130, plus communément appelée B415,
qui lui, pareil, je pense que c'est comme le Alcatel One Touch Easy, hein, c'est un téléphone qui a marqué les époques, beaucoup de personnes. Ces deux téléphones, en fait, le Alcatel et le Nokia, ont été pour beaucoup de gens leur tout premier portable. Donc je pense qu'il y a des souvenirs associés parce que c'était des téléphones qui étaient accessibles, qui étaient dans des packs. Et les deux ont très bien fonctionné. Le Nokia est incroyable pour l'époque. Il a amené beaucoup d'innovations. Pareil, j'ai fait une vidéo dessus. Je vous invite vraiment à aller la voir parce que il y a beaucoup de choses à dire sur ce téléphone et je ne vais pas pouvoir les dire ici. Mais c'était quand même un super téléphone pour l'époque. Le Ericsson GF788 et son petit frère, le 768. Voilà, Ericsson, dans la lignée de Motorola, a révolutionné le design avec ces deux téléphones, ce qui fera son succès et sa marque de fabrique, hein, le petit téléphone à clapper. Le Nokia 8210 qui est sorti à la fin de l'année 1999, qui était voilà, juste avant les fêtes. Nokia a annoncé et sorti ce bijou qui pesait 79 grammes, façade interchangeable qui était considéré comme un produit très haut de gamme à l'époque, un poil en dessous du 8850 qui était vraiment le top du top, mais qui était quand même très haut de gamme et qui est un téléphone qui a extrêmement bien fonctionné d'un point de vue commercial. Il était tout petit, tout léger, enfin c'était un bijou, une pépite, qui a notamment bien fonctionné avec le forfait Millennium. Le Sony CMD-Z1 et Z1+, mythique aussi, avec son micro sur le côté qui basculait et sa fonction mémo qui était une véritable innovation pour l'époque. Hein, vous pouviez enregistrer des mémos vocaux. Et puis le Nokia 90, surnommé le Nokia Banana, très célèbre parce que, on le voit notamment dans Matrix, hein, dans la scène de Neo qui est au bureau, qui reçoit le colis de Morpheus, le téléphone sonne. Eh bien, c'est un Nokia 90 Banana. Voilà, je vous ai mis vraiment les plus mythiques. Bien évidemment, encore une fois, il y en a eu beaucoup d'autres. Je ne peux pas tous les présenter et je pense que vous ne m'en voudrez pas pour ça. On passe maintenant à la troisième partie, les années 2000, que j'ai appelée l'ère des innovations, parce que, en fait, il faut bien comprendre que les années 90 ont vu la démocratisation de la téléphonie mobile, on vient de le voir avec l'arrivée des trois opérateurs, l'arrivée de ce qu'on connaît comme étant le forfait, et puis voilà, des premiers modèles qui ont vraiment marqué cette époque-là. Les années 2000, en fait, ont consolidé le succès du téléphone mobile et il y a eu énormément d'innovations. C'est ce qu'on va voir dans cette troisième partie. Tout d'abord, la première chose, c'est l'arrivée du multimédia, puisqu'au début des années 2000, on s'en souvient peut-être pas, ça nous paraît normal aujourd'hui, mais les premiers téléphones avec appareil photo et écran couleur arrivent. Ça peut faire sourire parce que, surtout les plus jeunes, je pense, pour qui c'est normal, hein, on a un iPhone, on peut faire des photos et avoir un écran couleur, c'est quand même le basique. Mais à cette époque-là, c'était une vraie révolution et on était comme des dingues, je pense que vous vous en souvenez, de voir ces innovations débarquer dans la téléphonie mobile. Ça a démarré en 1999 au Japon. Chez nous, il a fallu attendre 3 années supplémentaires. C'est vraiment en 2002 qu'on a vu apparaître les premiers modèles proposant ces fonctionnalités. Et parmi les modèles les plus connus, il y a eu le Sony Ericsson T68i, qui au passage était le premier téléphone de l'association entre Sony et Ericsson. Vous avez la photo du T68i, j'ai retrouvé une vieille pub SFR avec la sortie du film Meurt un autre jour, le dernier James Bond de Pierce Brosnan. Et en fait, vous voyez sur la photo que le T68i avait l'écran couleur, mais que pour avoir l'appareil photo, il fallait ajouter un module supplémentaire qui se clipsait en dessous et qui s'appelle le Communicam. Il y a eu le Siemens S55 qui avait exactement le même principe de fonctionnement, donc un module que l'on venait clipser sous le téléphone pour prendre des photos. Il y a eu le Nokia 7650 qui, à ma connaissance, a été un des premiers, ou en tout cas le premier de chez Nokia, à vraiment proposer la fonctionnalité appareil photo intégré dans le téléphone. Il y a eu le Panasonic GD87, il y a eu le Sharp GX10 ou encore le Samsung SCH V200. Tous ces modèles ont vraiment marqué le début de la période de la photo et de l'écran couleur. Et après, voilà, il y a eu une vraie évolution durant cette décennie sur la résolution, la qualité à la fois des écrans, mais aussi des appareils photo qui étaient embarqués dans les téléphones portables. Et surtout, le fait qu'on ait des photos, eh bien, ça a permis de voir arriver le MMS, donc le fait de pouvoir s'envoyer des photos, qui a également là marqué le début d'une nouvelle façon de communiquer et de consommer le téléphone mobile, parce que ça y est, on pouvait prendre des photos et se les envoyer. Encore une fois, chose qui nous paraît basique aujourd'hui, mais il faut savoir que eh bien, cette technologie, cette aventure, cette possibilité a démarré il y a plus de 20 ans maintenant.
Cette décennie marque également l'arrivée d'une nouvelle évolution incroyable qui, voilà, qu'on utilise toujours aujourd'hui et qui, pareil, nous semble normale, les débuts de l'Internet mobile. C'est en 1999 que Nokia dégaine et lance le premier webphone, qui est le Nokia 7110, dont je vous parlais il y a quelques minutes. Voilà, le Nokia avec le clapet qui coulisse quand on appuie sur un bouton. Ça a été le premier webphone, donc le premier téléphone portable tel quel a proposé Internet. Je vous ai retrouvé une photo voilà, de ce à quoi ressemblait Internet à cette époque sur le WAP. Alors ça fait sourire aujourd'hui, bien sûr, mais n'oubliez pas que ça a 25 ans et que c'était déjà incroyable à l'époque de pouvoir avoir ce genre d'informations. Par exemple, envoyer un email ou bien avoir les horaires de bus ou un itinéraire sur son téléphone. En 2001, SFR lance son réseau GPRS, il est suivi par Orange et Bouygues Telecom quelques mois plus tard. Alors le réseau GPRS, c'est une évolution du réseau GSM qui permettait de naviguer sur Internet et d'utiliser le WAP à une vitesse de 170 kilobits seconde contre 9 kilobits seconde pour le GSM. Voilà pour la partie un peu technique. En 2002, Bouygues Telecom a lancé la tarification à la seconde et dès la première seconde et obtient sa licence pour l'UMTS qui est le premier réseau 3G et il va lancer l'e-mode, qui est le concurrent du WAP. Je ne sais pas si vous vous souvenez, moi je me souviens assez bien de cette époque où il y avait effectivement e-mode sur les téléphones Bouygues Télécom. Dans le même temps, Orange va lancer le tout premier forfait WAP illimité à 6 € par mois. Donc là aussi, ça fait sourire, mais c'était une révolution. Vous pouviez surfer sur le WAP en illimité pour 6 € par mois. Et en 2003, Bouygues Télécom lance le premier PC qui fonctionne avec les réseaux GPRS en partenariat avec Microsoft. Et Orange, lui, de son côté, lance son portail mobile Orange World. Puis, en 2004, SFR et Orange lancent leur réseau UMTS, donc les réseaux 3G, ce qui permet d'avoir les débuts du véritable Internet mobile tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et en parallèle, il y a Bouygues Telecom qui va développer son réseau 2,75G, plus connu sous le nom de réseau Edge, qui sera l'équivalent de son côté du réseau 3G. Quelques faits marquants de cette décennie. En 2000, Bouygues Telecom a lancé le forfait Spot. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un forfait sur lequel, qui était un peu basé sur le nomade, donc vous rechargiez des communications. Et en fait, vous avez le choix soit de payer une recharge pour téléphoner, soit d'avoir accès à des minutes gratuites en échange de spots publicitaires. Je ne me souviens plus, là encore, s'il y a des personnes qui se souviennent mieux que moi, je ne sais plus à quelle fréquence vous aviez un spot publicitaire, je ne sais plus si c'était toutes les minutes, toutes les 2 minutes, et je ne me souviens plus non plus de la durée de ces fameux spots publicitaires, mais je me souviens très bien que j'avais des potes qui avaient ce forfait et que c'était chiant parce qu'en fait il fallait on était coupé toutes les quelques minutes pendant plusieurs dizaines de secondes. Bon voilà, c'était un peu saoulant, mais c'est vrai que c'était quand même bien pratique. En 2001, Itineris, Ola et Mobicart sont regroupés sous le nom Orange, donc on connaît aujourd'hui l'opérateur Orange, puisque France Télécom avait racheté l'opérateur britannique Orange PLC à Vodafone en 2000, donc un an avant, et donc décide de passer tous ses services sous la marque Orange. Et il y a aussi Wanadoo qui était l'opérateur internet de France Télécom qui a basculé également sous la marque Orange. En 2004, on voit apparaître les premiers MVNO, donc qui sont les opérateurs virtuels. Donc vous savez, vous aviez Virgin Mobile par exemple, Universal Music Mobile, etc. On a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette époque-là, deuxième partie des années 2000, où on avait tous ces opérateurs virtuels avec des forfaits Énergie Mobile, etc. Qui proposaient des forfaits pas chers et des alternatives aux 3 opérateurs. En fait, ils louaient les réseaux des 3 principaux opérateurs. En 2004, Bouygues Telecom lance le forfait Liberté, donc qui est le premier forfait avec une tarification unique, quel que soit l'opérateur, donc c'est quand même un fait important. Dans les choses moins drôles, en 2005, les 3 opérateurs sont condamnés à 534 millions d'euros d'amende par le Conseil de la concurrence pour entente illicite sur les parts de marché. Il y avait eu une entente effectivement pour que les 3 opérateurs gardent chacun des parts de marché à peu près équivalentes, et donc il y avait une entente sur les prix, ça avait fait scandale à l'époque. C'était il y a quasiment 20 ans, c'était en 2005. Cette décennie, elle est également incroyable parce qu'il s'est passé beaucoup de choses finalement en un temps record. 2005-2010, rappelez-vous, l'âge d'or des BlackBerry. BlackBerry, c'est une marque de téléphone qui était incroyable à l'époque, qui sur la première moitié de cette décennie était
présente en entreprise et prisée des professionnels. Et de 2005 à 2010, c'est une marque qui s'est beaucoup développée chez les pros, mais qui est aussi arrivée chez les particuliers et qui a été appréciée des particuliers. En 2007, eh bien, voilà, fait marquant, sortie de l'iPhone qui a vraiment révolutionné le game, je vais en parler dans quelques minutes. Le tout premier iPhone, l'iPhone 2G, est sorti en 2007 en exclusivité chez Orange. En 2009, Bouygues Telecom crée le premier forfait illimité 24 heures sur 24, qui est le forfait Neo 24-24. Fin 2009, Free Mobile remporte les bandes de fréquence 3G qui avaient été attribuées lors de l'appel d'offres de l'ARCEP pour un quatrième réseau mobile, et donc promet une forte baisse des prix qui arrivera 3 ans plus tard. Allez, on va dire 2 ans, puisque en fait, c'est fin 2009 que l'appel d'offres a été remporté, et c'est début d'année 2012 que l'opérateur a sorti son offre. Et comme pour la période précédente, je vous propose de terminer cette partie avec les téléphones, quelques téléphones mythiques qui ont marqué cette époque. Bien évidemment, le tout premier, le Nokia 3310, qui est sorti en 2000 et voilà, qui a été un best-seller que l'on connaît et que je ne présente plus, qui est un téléphone absolument incroyable et increvable. Le Samsung SGH A300, surnommé la machine à laver à cause de son écran en forme de hublot sur l'extérieur, qui est le tout premier téléphone à clapper comme ça, à intégrer un double écran. Et ça a été une véritable innovation de la part de Samsung, puisque ça permettait d'avoir accès aux infos principales, et notamment l'heure, savoir qui vous appelait, eh bien, sans avoir besoin d'ouvrir le clapet, en sachant que sur ces téléphones, le fait d'ouvrir le clapet, bien souvent, ça décrochait automatiquement. Donc ça a été une vraie innovation, et Samsung l'a ensuite reprise sur beaucoup de modèles. Et ce qui est marrant, c'est que ce design de clapet a été inventé quand même par Motorola avec le StarTAC. Samsung a innové en apportant cet écran extérieur, et ensuite Motorola a repris cet écran extérieur sur bon nombre de ses téléphones à clapet. Donc vous voyez comme quoi les innovations marchent dans les deux sens. Le Nokia 6230, alors, et après son évolution, le 6230i, je l'ai eu à cette époque. C'est un téléphone que j'ai trouvé incroyable, très très bien fait, bien fini, complet, fonctionnel, hyper agréable à utiliser. C'est un téléphone qui a très bien fonctionné, qui n'était pas donné pour le coup. Je me souviens qu'à l'époque, je l'avais acheté 450 € sans abonnement, donc 450 € de 2004. Corrigé de l'inflation, je vous mettrai le chiffre à l'écran, mais voilà, c'est quand même assez énorme. C'est un téléphone que j'ai vraiment adoré, que j'ai gardé très longtemps. Le Samsung D500, pareil, modèle qui a révolutionné le design avec ce clapet coulissant. Alors Samsung, pour l'anecdote, n'a pas inventé ce design, puisque de mémoire Siemens, avec le SL55, a sorti un modèle avec ce principe de clapet coulissant avant, mais le Samsung était quand même beaucoup plus grand public, il intégrait la photo, il intégrait de mémoire le lecteur MP3, on pouvait s'envoyer des MP3 en Bluetooth, donc il a vraiment connu un énorme succès chez beaucoup de gens, d'autant plus qu'il était il était dispo en pack. Enfin voilà, c'est un téléphone qui a quand même très bien fonctionné. Je pense que beaucoup de personnes l'ont eu. Le Sony Ericsson W800 et après W810i, qui a été le premier modèle à intégrer la dénomination Walkman. Pour rappel, à cette époque, Sony avait plusieurs gammes. Il y avait une gamme dédiée aux photos qui était la gamme Cybershot, et il y avait notamment la gamme Walkman qui promettait en fait, qui mettait l'accent sur les fans de musique, avec une qualité de son qui était identique au Walkman du nom du même constructeur, et avec une possibilité voilà, qui était vraiment pensée autour de la musique en MP3, avec une ergonomie qui permettait vraiment d'écouter de la musique facilement. Et je me souviens que j'avais beaucoup de potes qui avaient ce modèle à cette époque-là, et pareil, ils adoraient, c'était vraiment un super modèle. Le Motorola Razr, pareil, qui a connu un grand succès. Motorola à clapet extra plat, écran couleur, appareil photo. Et vous voyez, quand je vous disais il y a quelques minutes que Motorola avait ensuite repris l'innovation de Samsung, voilà, on a un bon exemple là. Vous voyez que sur l'écran extérieur, enfin que sur le clapet, on a un écran extérieur. On a bien sûr BlackBerry avec le fameux BlackBerry Bold, et je trouve que ce modèle avec la fameuse molette, la bille de navigation centrale, est un modèle qui est emblématique, qui a vraiment pour moi marqué l'arrivée de BlackBerry dans le grand public et la démocratisation. C'est un modèle qui est magnifique, qui est très bien fini, qui est beau. Même encore aujourd'hui, j'en ai un exemplaire, je le trouve magnifique ce téléphone. Et bien évidemment, le tout premier iPhone, l'iPhone 2G, qui est sorti en 2007 et qui, on ne s'en doutait peut-être pas à l'époque, mais a marqué un véritable tournant dans l'histoire de la téléphonie mobile. Passons maintenant à la quatrième et dernière partie, la révolution des smartphones de 2007 à nos jours.
Bien sûr, on va commencer cette partie en parlant de l'iPhone qui a été la révolution du smartphone tactile. Le 9 janvier 2007, Steve Jobs présente un produit lors de la keynote qui va complètement changer notre façon d'utiliser un téléphone mobile. C'est le fameux iPhone, le premier iPhone, le 2G. Et à l'époque, c'était complètement novateur parce que déjà, le tactile était quelque chose qui n'existait pas, enfin en tout cas qui n'était pas du tout démocratisé. Et surtout, le fait de regrouper au sein d'un seul et même appareil un téléphone, un iPod et voilà, un outil qui permettait de naviguer sur Internet, eh bien, c'était extrêmement révolutionnaire. Donc, c'était quand même beaucoup d'innovation en même temps et surtout dans un produit tout en un. Donc, il a été présenté en janvier 2007, il a été commercialisé en juin de la même année aux États-Unis, mais il n'est arrivé chez nous qu'en novembre. Novembre de la même année, donc quasiment un an après en France. Et à l'époque, il était vendu en exclusivité chez Orange. Je pense qu'Orange a eu un sacré coup de pif, vraiment a eu du flair de négocier un contrat d'exclusivité. Je me souviens que c'était en rupture de stock, les gens se l'arrachaient. Et pareil, moi j'ai des potes qui magouillaient pour les faire importer des États-Unis pour l'avoir avant tout le monde, qui les achetaient sur eBay aux États-Unis, qui les payaient super cher. Enfin voilà, c'était de la folie. Et je me souviens même, pour l'anecdote, je ne sais pas s'il y a des personnes qui se souviennent de ça, qu'il y avait, alors que c'était en rupture partout en France, Vente Privée avait fait une vente d'iPhone 2G à l'époque et que c'était parti à la vitesse de l'éclair. Alors les concurrents, bien évidemment, face à l'arrivée de l'iPhone, ont tenté de réagir. En 2009, Samsung, donc 2 ans après quand même, a sorti le tout premier modèle de la gamme Galaxy que vous voyez à l'écran, qui était bon, voilà, une première mouture. Android à cette époque-là n'était pas forcément extrêmement performant, n'était pas un OS qui était au niveau de ce qu'on connaît aujourd'hui. C'était voilà, plutôt une copie de l'OS de l'iOS d'Apple. Mais bien évidemment, voilà, après, ça a vite évolué. Mais c'était une première version. 3 mois avant l'annonce de l'iPhone, c'est quand même le savoir pour l'anecdote, Nokia a sorti le mythique N95, qui était un smartphone, pas tactile pour le coup, mais qui proposait des fonctions similaires et qui est un super téléphone. Malheureusement, même si c'est un très bon téléphone, il n'a pas forcément connu un succès fou, pour la simple et bonne raison que, en fait, il était déjà technologiquement dépassé par rapport à ce qui allait suivre derrière. Nokia a voulu réagir en sortant également sa gamme de smartphones tactiles, la gamme Lumia, qui est arrivée en 2011, mais qui malheureusement est arrivée trop tardivement sur le marché, quand même 4 ans après l'arrivée de l'iPhone et 2 ans après l'arrivée du Samsung Galaxy. BlackBerry, de son côté, qui connaissait un succès phénoménal, a tenté de réagir en proposant la gamme Curve. Donc là, le Curve, c'était la gamme entrée de gamme, hein, c'était la gamme grand public de chez BlackBerry. Il y a un modèle qui a connu un succès phénoménal, le 8520, qui était proposé à 1 euro chez tous les opérateurs, 1 euro plus abonnement, donc qui a vraiment super bien fonctionné et qui a contribué à démocratiser la gamme. La gamme Bold, qui était la version haut de gamme et plutôt pro, a été améliorée jusqu'au dernier modèle, le Bold 9900, que je trouve absolument sublime, très très classe ce téléphone. Malheureusement, ça n'a pas suffi, et ce qui est fou, c'est que dans les quelques années qui ont suivi, tous ces géants qui caracolaient en tête des fabricants de téléphones mobiles, eh bien, ont connu une chute sans précédent et ont tout simplement fermé. En 2009, pour vous remettre dans le contexte, Nokia est leader sur le marché des smartphones, suivi par BlackBerry et Apple. D'ailleurs, je vous ai mis smartphone, mais en fait non, c'est leader sur le marché des téléphones tout confondu. Hein. Excusez-moi pour, voilà, je corrige l'erreur. Un an plus tard, seulement un an plus tard, en 2010, RIM, donc qui est Research in Motion, qui est le fabricant du BlackBerry, a chuté à la 5e place. Je ne sais pas si vous imaginez, BlackBerry était deuxième sur le marché. Un an après, il chute à la 5e place. Nokia reste leader à ce moment-là. Il est suivi de près par Samsung, LG, Apple est passé à la 4e place, mais BlackBerry a chuté. Et à partir de là, les choses vont aller vraiment très vite, puisque 3 ans après, en 2013, Nokia se sépare de sa division Terminaux Mobile, donc ils vendent la division qui fabrique des téléphones portables, et ils arrêtent la commercialisation des smartphones sous leur marque en 2014. Donc voilà, ils vendent la branche, mais ils continuent de commercialiser. Et en fait, un an après, ils arrêtent carrément les smartphones pour se reconcentrer sur les infrastructures de réseau. Et en fait, la marque Nokia telle qu'elle, donc le téléphone mobile, est cédée. BlackBerry, de son côté, cesse la fabrication de téléphones en 2016. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte. En 2009, BlackBerry était deuxième sur le marché de la vente de téléphones et était une marque qui avait une santé incroyable. En 2016, donc voilà, on est 7 ans après,
c'est beaucoup et pas beaucoup en fait, hein, dans l'absolu, eh bien BlackBerry arrête la fabrication. Ils étaient passés à 0% de part de marché. Il faut savoir qu'en fait, Research in Motion, donc RIM, la marque qui commercialise BlackBerry, a commencé à connaître des difficultés financières en début 2012. Donc voilà, on est 3 ans après l'année 2009 où BlackBerry était deuxième. Fin 2011, le dernier trimestre 2011, BlackBerry a quand même essuyé une perte de 125 millions de dollars. Donc vous voyez que c'est vraiment allé très vite. Et en fait, malgré la concurrence qui était de plus en plus féroce et des parts de marché en chute libre, BlackBerry à cette époque jugeait que le clavier physique, qui était quand même sa marque de fabrique, son identité forte et qui était un élément clé dans la productivité, et c'est vrai que honnêtement, moi j'adorais utiliser le clavier du BlackBerry, je le trouvais super pratique, super agréable et plus productif, plus fonctionnel que le tactile d'un smartphone d'aujourd'hui. Et puis en plus c'était agréable, je trouvais d'avoir voilà, ce clavier physique. Donc c'était quand même leur marque de fabrique. Ben, ils pensaient encore, voilà, à cette époque-là, sortir de nouveaux modèles pour se démarquer des autres. Et en l'occurrence, ça n'a pas du tout pris. Donc voilà, en 2016, le groupe a annoncé la fin du BlackBerry tel qu'on le connaît. Quelques mois plus tard, fin 2016, BlackBerry annonce qu'il va carrément cesser la fabrication de téléphones pour se concentrer sur des activités de service aux entreprises et au gouvernement. Nokia aujourd'hui est détenu par une marque qui s'appelle HMD, qui est en fait un fabricant de smartphones, mais sous Android déjà, donc on n'est plus du tout sur un système maison, et qui utilise la marque Nokia, donc qui reste quand même la marque déposée de Nokia Corporation, mais les téléphones Nokia d'aujourd'hui sont plus du tout voilà, fabriqués par Nokia. C'est fabriqué par une marque européenne, mais je ne sais plus de quel pays c'est. Mais même s'ils ont tenté de redonner un coup de souffle en ressortant des versions modernes de modèles cultes comme le 3310, le 3210, le 7110 Banana, voilà, c'est plus du tout la marque que c'était à mon sens. Je trouve que c'est devenu cheap, c'est plus la solidité de l'époque. Enfin voilà, ça n'a plus rien à voir, forcément ça a perdu en ADN. Et cette décennie marque aussi l'arrivée de nouveaux fabricants chinois comme Huawei ou Xiaomi qu'on ne connaissait pas avant et qui vont se faire une place très importante également dans le monde de la téléphonie mobile. La décennie 2010, allez 2011-2020, marque aussi l'ère des forfaits illimités à bas coût. On a vu les évolutions d'un point de vue des fabricants et des téléphones, mais il y a eu aussi beaucoup d'évolutions, il faut s'en souvenir, sur les forfaits. Rappelez-vous, avant cette période, on avait des forfaits avec un nombre fixe d'heures de communication et de SMS qu'il ne fallait pas dépasser. On a vu qu'à la fin de l'année 2009, Bouygues Telecom a lancé le premier forfait illimité 24 heures sur 24, donc le Neo 24-24. On avait eu déjà 10 ans avant avec le Millennium des prémices de données illimitées. Et cette décennie va vraiment marquer l'arrivée des forfaits illimités qui coûtent pas cher. En 2011, il y a les 3 opérateurs historiques qui lancent leur marque low cost. Donc on avait BNU chez Bouygues Telecom, Soch chez... oui, j'arrive pas à le dire. Soch chez Orange et Red by SFR chez SFR, en prévision de l'arrivée donc du 4e opérateur Free Mobile. Et le 10 janvier 2012, Free Mobile arrive sur le marché et casse véritablement les prix. Je ne crois pas que les 3 opérateurs historiques étaient prêts pour des tarifs aussi bas. Je vous ai remis une publicité de l'époque. Il y avait un forfait à 2 € avec 60 minutes d'appel et 60 SMS qui était proposé à 2 € par mois, ce qui est rien pour les gens qui n'étaient pas abonnés Freebox et qui était gratuit pour les gens qui étaient abonnés Freebox. Et il y avait le tout illimité avec les appels, les SMS, MMS, l'accès à Free Wi-Fi dans la rue et l'Internet 3G, jusqu'à 3 Go avec un débit réduit au-delà. Alors 3 Go, c'est pareil, ça fait sourire aujourd'hui, mais à l'époque, c'était largement suffisant. Et c'était à moins de 20 € par mois pour les non-abonnés Freebox et à 15,99 € pour les gens qui étaient abonnés Freebox. Donc ça cassait véritablement les prix, hein, c'était une vraie révolution. Et c'est à ce moment-là que la guerre des prix a démarré. Les 3 opérateurs ont réagi super vite en ajustant leurs prix, en proposant des prix toujours moins chers, ce qui a été quand même bénéfique pour nous consommateurs. Mais il y a vraiment eu une évolution parce qu'on a changé de modèle commercial. À l'époque, on avait des forfaits qui étaient plus chers, mais avec des téléphones qui étaient subventionnés par les opérateurs. Donc il y avait un engagement de durée de 12 ou 24 mois. Et on avait des téléphones aussi, rappelez-vous, qui étaient SIM-lockés pendant 6 mois. Après, c'était des SIM-lockables gratuitement. En gros, pendant 6 mois, votre téléphone était bloqué uniquement sur l'opérateur qui vous l'avait vendu. Vous ne pouviez pas l'utiliser sur un autre opérateur. Et donc là, il y a eu un changement de modèle commercial puisque l'arrivée de ces forfaits à bas coût se faisait sans téléphone en face. Donc en fait, vous n'achetiez que le forfait. Et c'est important de le mentionner parce que ça a été les débuts d'un modèle économique qui est celui qu'on connaît aujourd'hui dans le monde de la téléphonie.
La 4G arrive ensuite à partir de septembre 2012, donc les premiers réseaux 4G arrivent à ce moment-là. Au 1er janvier 2013, on dénombre quasiment 900 antennes 4G, 11 000 en février 2014 et plus de 20 000 en avril 2015. Free, de son côté, lance son service de la 4G le 3 décembre 2013. Et en fait, Free a très vite réagi. Une semaine après le lancement, le forfait, en fait, il s'est appliqué à tous les forfaits sans surcoût, avec pas loin de 700 antennes opérationnelles. Donc en fait, là encore une fois, les opérateurs historiques eh bien, se sont vus couper l'herbe sous le pied, puisqu'ils prévoyaient de facturer plus cher les forfaits 4G, qui était quand même une technologie nouvelle et qu'il fallait rentabiliser. Et en fait, Free a décidé tout simplement de l'intégrer dans tous ses forfaits sans surcoût. Et donc pareil, les opérateurs ont dû réagir assez rapidement. Alors en fait, à cette époque-là, Orange et Bouygues Télécom arrivent à se stabiliser, mais SFR subit de fortes pertes en 2013. Il y a de plus en plus de Français qui achètent leur mobile nu. Donc en fait, il y a une concurrence forte sur le marché des smartphones. Donc vous voyez ce que je vous disais, on délaisse l'offre téléphone plus forfait. Et en fait, il y a beaucoup de ventes de mobiles nus. Et ce qui, en fait, a lancé tout le mouvement qu'on connaît bien aujourd'hui aussi, des téléphones reconditionnés, qui est un véritable marché, hein, qui est extrêmement concurrentiel et extrêmement juteux aussi pour tout le monde. Parce que voilà, maintenant qu'on achète majoritairement ces forfaits sans téléphone, le téléphone, neuf ou d'occasion seul, devient un produit très recherché. Et donc SFR est racheté par Numéricable en novembre 2014, en même temps que Virgin Mobile. Et on va terminer cette décennie avec un changement, mais de taille, c'est le bouleversement des détaillants. Puisque jusqu'en 2013, il y avait de nombreuses boutiques qui s'étaient développées en France, et l'arrivée de Free Mobile bouleverse le modèle économique. Rappelez-vous, on avait des boutiques à tous les coins de rue, dans les galeries commerçantes, il y avait aussi plein de petites boutiques indépendantes qui s'ouvraient partout. Il y a des boutiques de smartphones qui ouvrent. Alors bien sûr, les plus connus, l'Apple Store, les Samsung Store, et puis des boutiques indépendantes qui vendent des smartphones neufs ou reconditionnés. Il y a d'autres boutiques qui changent leur modèle économique et qui s'orientent dans la vente de forfaits uniquement. Et bien il y a des boutiques aussi qui ferment, comme le très connu The Phone House. Je pense que vous vous en souvenez, moi je me souviens très bien, j'ai racheté pas mal de téléphones. The Phone House, on n'aurait jamais pensé qu'un géant comme ça aurait pu mettre la clé sous la porte. Et bien voilà, The Phone House est une victime collatérale de ce bouleversement de modèle économique, au même titre que Nokia et BlackBerry ont sombré avec l'arrivée de l'iPhone. Des distributeurs comme The Phone House ont sombré avec l'arrivée de Free, qui a complètement bouleversé le modèle économique des distributeurs, des détaillants dans la téléphonie mobile. Et dernier point à voir, les usages qui changent également complètement. C'est-à-dire que sur cette décennie, les SMS disparaissent progressivement au profit des réseaux sociaux et des applications de messagerie instantanée. Effectivement, le développement de l'Internet mobile fait que les SMS deviennent beaucoup moins intéressants et des applications de communication, Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp et il y en a plein d'autres, se développent. Les applications que l'on peut télécharger ainsi que les forfaits avec beaucoup de data en illimité changent aussi notre rapport au téléphone qui devient un couteau suisse indispensable ou pas, j'ai mis, parce que c'est pas certain que ce soit forcément une bonne chose, hein, voilà, rapport à l'image que je vous ai mise. Et les réseaux sociaux, en bien ou en mal, modifient totalement notre rapport aux autres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne communique plus du tout de la même façon qu'il y a 10 ou 20 ans, que ce soit dans la vie réelle ou la vie virtuelle. Et ça, je l'ai mis parce que ça me paraît important, c'est quand même une évolution majeure, hein. Rappelez-vous, avec cette rétrospective, tout ce qui s'est passé sur les 30 dernières années dans le monde de la téléphonie mobile, on ne consomme plus du tout le téléphone mobile aujourd'hui comme on pouvait le consommer il y a 20 ou 30 ans. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui il y a une nostalgie, j'en suis un, je suis un nostalgique et je pense que si vous regardez ces vidéos, c'est que vous l'êtes aussi d'une certaine façon et qu'il y a un retour des vintage phones. On voit depuis 10 ans, il y a eu une grosse période, 2013-2016, où il y a eu un vrai retour en force des vintage phones, des 3310, des Razor, des téléphones qui avaient 10 ou 15 ans à cette époque-là, qui avaient extrêmement fonctionné. Il y avait même des célébrités comme Rihanna, je crois de mémoire, qui avait ressorti son Motorola Razor. Il y a des boîtes comme Leiki, qui n'existent plus, ou Vintage Mobile qui se sont montés et qui revendaient des téléphones vintage, soit reconditionnés, soit des
des modèles neufs qu'ils avaient réussi à retrouver chez les fabricants ou chez des distributeurs, des fins de stock. Et on voit aujourd'hui, notamment chez la génération Z, donc voilà, la génération qui est la plus jeune aujourd'hui en âge de consommer, un retour, on en voit de plus en plus qui, alors soit de façon définitive, soit de façon ponctuelle, mais veulent couper avec ce trop plein de tout, de connectivité et d'applications, et qui soit font des cures de détox en utilisant des vieux téléphones, soit achètent par exemple des téléphones beaucoup plus simples qu'on appelle des dumb phones, comme voilà, les Nokia remis au goût du jour dont je vous ai parlé plus tôt dans cette vidéo, qui possèdent uniquement les fonctions basiques. Bon, les raisons, c'est la robustesse, la simplicité, une valeur sentimentale aussi, bien sûr, et le fait voilà, de ne pas être forcément tout le temps sur son téléphone, à être happé par les applications. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles moi je suis un fan aussi de cette époque-là. Je pense que vous l'aurez compris, mais c'était simple, c'était innovant, il y avait du design, il y avait de la personnalité. Aujourd'hui, tous les smartphones se ressemblent. Enfin, voilà, moi je ne suis pas forcément... à cette époque-là, je changeais de téléphone tous les 2 mois parce que j'étais comme un dingue de voir tout ce qui sortait. Je revendais, je rachetais un autre modèle et je faisais que ça. Aujourd'hui, j'ai le même téléphone depuis 4 ans et ça me va très bien parce que d'une génération à l'autre, je ne trouve pas qu'il y ait beaucoup d'évolution, enfin, que ça ne justifie pas forcément de changer, à moins d'être un passionné, bien sûr. Donc voilà. En conclusion de cette vidéo, les amis, eh bien, voyez, vous avez vu qu'en quasiment 40 ans, milieu des années 80 à milieu des années 2020 aujourd'hui, on a eu une évolution fulgurante et rapide des technologies et des usages. Rappelez-vous qu'on est passé du Radiocom 2000, qui était le premier téléphone, mais portable, mais voilà, mis dans les voitures. Ensuite, on a eu le bebop, puis on a eu l'arrivée de la norme GSM et les premiers téléphones mobiles, 10 ans après. Et puis rapidement, voilà, les choses ont évolué. On est passé, Bouygues Télécom a inventé le forfait tout compris. Puis ensuite, on a eu des modèles phares qui sont arrivés à la fin des années 90. On a eu l'arrivée des offres prépayées. Dans les années 2000, la couleur, l'appareil photo, les MMS, le développement de téléphones avec toujours plus de multimédia, le fait de pouvoir filmer, d'écouter des MP3, de s'envoyer des musiques. Et puis ensuite, la décennie 2010-2020, avec le forfait tout illimité, le smartphone tactile tel qu'on le connaît. Vous voyez qu'il y a eu quand même beaucoup de modifications dans la vie quotidienne. Aujourd'hui, on n'envisage pas de vivre sans téléphone, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 20 ou 30 ans. Et on fait tout aujourd'hui avec son smartphone. Donc voilà, j'espère que cette rétrospective vous aura rappelé de bons souvenirs. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce qui vous a le plus marqué d'ailleurs sur cette période incroyable. Quel téléphone, si vous deviez en garder qu'un, vous a le plus marqué. Voilà, n'hésitez pas à apporter votre pierre à l'édifice. Si j'ai oublié des choses qui vous semblent importantes, eh bien, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et à contribuer à faire grandir cette chaîne et à nous remémorer de bons souvenirs. Et surtout, très important, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et d'activer la petite cloche. C'est hyper important. Ça me permet de vous prévenir dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, ça me fait très plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à me donner des idées de vidéos. Donc n'hésitez pas à continuer. Merci beaucoup pour votre soutien et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!